Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans un, pour une petite heure pour échanger sur un sujet qui, je pense, tient à cœur à tout le monde, qui est le métier des marketeurs et en particulier des directions marketing et des CMO, comme on dit en bon anglais. On a un programme super riche, donc je ne voudrais pas prendre du temps en introduction, mais tout de suite passer la parole à nos deux coprésidents du club des directeurs marketing de l'ADTM. Je suis sûr que vous connaissez tous l'ADTM. Si vous ne connaissez pas, vous avez été un peu rafraîchi avec cette vidéo. Tout d'abord, Jean-Michel Rekovic, qui est professeur au FNAM et titulaire de la chaire marketing et qui est coprésident du club des directeurs marketing à l'ADTM, ainsi que Caroline Fayet, qui dirige l'entreprise Opinion Act et qui, elle aussi, est coprésidente du club des directeurs marketing de l'ADTM. Ils en savent beaucoup sur le sujet et on a travaillé très fort pour sortir ce CMO Profiles édition 2022. Donc, tout d'abord, je vais passer la parole à Jean-Michel pour un petit mot d'introduction. Bonjour, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Le club des directeurs marketing nous tient à cœur parce que c'est un club qu'on a créé il y a maintenant près d'une vingtaine d'années. C'est un club qui concerne directement des marketeurs de grandes structures avec souvent une problématique domestique, une problématique internationale, des sujets de coordination avec la direction générale et avec le commerce, les opérations. Donc, c'est un très beau club que Caroline en a le plaisir d'animer et qui permet à nos membres d'échanger sur des problématiques qui sont les leurs en termes de gestion de la marque, de relations clients, enfin toutes les thématiques habituelles du marketing. Et dans ce cadre-là, on s'est dit, c'était déjà il y a à peu près 2 ans, qu'il serait bien de créer un point de rendez-vous annuel qui permette de faire une photographie sur le rôle du marketeur, ses challenges, les enjeux qui sont les siens. Et donc, l'idée a germé progressivement d'avoir un rendez-vous annuel. Se sont associés à ce projet un certain nombre de volontaires qui ont mis beaucoup d'énergie, comme le disait Emmanuel, dont Emmanuel Obadia qui nous a rejoint il y a maintenant près d'1 an et demi sur ce sujet. Nos amis de BVA, en l'occurrence Stéphane Marcel et ses équipes, nous ont aussi rejoints. Et donc, on a brainstormé à plusieurs sur ce qu'on a appelé initialement un observatoire, qui ensuite est devenu CMO Profile, et c'est l'objet de l'échange d'aujourd'hui. Donc, je suis vraiment ravi d'introduire cette réunion et je passe la parole à ma coprésidente préférée, Caroline Fayet. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute aujourd'hui sur cette première édition du CMO Profiles. Vous allez découvrir en fait à travers ce webinaire, mais aussi un livre blanc qui vous sera communiqué, trois grandes finalement parties. Une première partie quantitative avec BVA où il y a eu un questionnaire sur l'évolution de cette fonction CMO vue à travers les CMO, donc qui a répondu à ce questionnaire. Une deuxième partie qui concerne justement ces profiles et notre analyse avec Jean-Michel, Emmanuel de ces tendances et qui vient à la fois de la partie quanti, mais aussi de l'interview de nos membres. Et ça, c'est la troisième partie, qui sont des portraits de directeurs marketing. Et là, j'en profite pour remercier tous les membres qui ont bien souhaité nous raconter un petit peu leurs problématiques du moment. Et vous pourrez vous plonger dans l'ensemble de ces interviews sur le livre blanc. Mais rentrons dans le vif du sujet. Stéphane, donc Global Chief Growth Officer de BVA, va vous présenter cette première partie quanti. Merci Caroline, bonjour à tous. C'est un grand plaisir de pouvoir partager avec vous une partie de ce travail. C'est, on va dire, la brique quantitative. J'en profite pour dire tout de suite que ce n'est que le début d'une grande histoire parce que nous allons reproduire ça au fil des ans. Et on travaille déjà avec l'équipe ADTM à la nouvelle vague que l'on pourrait lancer d'ici la fin de l'année. Alors, pour les férus de méthode, je rappelle que c'est une étude qui a été réalisée au cours de l'été dernier par Internet et que nous avons eu la chance d'avoir les réponses de 137 responsables marketing, tous horizons, tous secteurs, entreprises grandes et moins grandes,
et aussi bien avec des responsabilités France que des responsabilités internationales. Le premier enseignement de cette étude, et je pense qu'il va ravir tout le monde, c'est que la fonction marketing se porte bien. Je dis ça parce que moi qui fréquente la DTEP depuis pas mal d'années, il fut un temps où on se questionnait sur l'existence même, la valeur du marketing, son apport au business, certains ayant même écrit que le marketing était mort, mais ça c'était avant. Maintenant, les choses ont sensiblement bougé et là, on est entouré de spécialistes qui pourront éclairer ça mieux que moi. Mais bien évidemment, les changements stratégiques, la crise du Covid plus récemment, les impacts de la transformation digitale, l'évolution des marchés, l'explosion des concurrences ont mis au cœur des stratégies des entreprises la fonction marketing et d'une certaine manière, les résultats de cette étude en portent la trace. Quand je dis que la fonction marketing se porte bien, on peut le résumer en quelques chiffres. 42% des directeurs marketing eux-mêmes qui disent que la fonction marketing est plus importante suite à la crise du Covid. 53%, ça c'est parce qu'aujourd'hui on en a une vision positive, pensent que les ressources et les moyens disponibles sont insuffisants, on va dire uniquement, même si une partie non négligeable pense que les moyens ne sont pas suffisants. Et puis un élément aussi important, c'est une fonction qui se porte bien parce que de fait, la plupart des directeurs marketing reconnaissent l'importance de leur rôle comme étant stratégique, avec, pour 3/4 d'entre eux, un impact important sur le business. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et je pense que c'est ça la colonne vertébrale de toutes nos discussions et ce pourquoi la DTEM a demandé à BVA de réfléchir, c'est de toucher du doigt les missions aujourd'hui et les terrains de jeu futurs, les manières de voir évoluer la fonction marketing. Et on voit de ce point de vue, dans les résultats de cette première vague, que le marketing est bel et bien un monde en expansion, avec 3 grandes directions. Une première qui relève de l'extension des missions du marketing, on va y venir. Une deuxième qui concerne la multiplication des leviers ou des moyens moteurs du marketing. Et la troisième, qui est aussi très importante, c'est la transformation du marketing à mesure que l'entreprise voit elle-même ses missions se transformer. C'est les 3 points que l'on va courir rapidement dans les 10 minutes qui viennent, avec pour conséquence, et on ne pourra pas s'apesantir sur le sujet, je m'en excuse, mais vous verrez ça dans le détail dans le livre blanc que vous recevrez, des conséquences sur la manière d'évaluer la performance du marketing, bien sûr, et sur les skills et sur les compétences que doivent développer les marketeurs. Venons-en d'abord à la question de l'extension des missions. Un point important, pas nouveau, mais que confirme très bien cette étude aussi, c'est la confirmation de la montée en puissance de l'expérience client dans les missions, on va dire, de base, et ce n'est pas un jugement de valeur, du marketing. C'est quelque chose qui précédait la crise et que possiblement la crise du Covid a accéléré. Vous avez tous en mémoire la nécessité de développement du e-commerce, de tout ce qui relève de la livraison au domicile et le transfert vers le à distance en général de beaucoup d'éléments de relations clients. De ce point de vue-là, on voit bien qu'aujourd'hui, l'amélioration de la culture et de l'expérience client est une mission essentielle, puisqu'elle fait partie des 5 missions prioritaires que les fonctions marketing nous disent être les fonctions auxquelles ils consacrent l'essentiel de leur temps, avec, sans surprise, l'augmentation du chiffre d'affaires, le développement du capital de marque, le repositionnement de l'offre et le développement de nouvelles activités qui sont bien évidemment des missions qui sont historiques, clés, et on voit bien de ce point de vue-là que c'est ça qui concentre l'essentiel du corpus ou des missions de la fonction marketing aujourd'hui, avec bien évidemment des divergences ou des différences selon les univers, selon le secteur, selon les équipes, selon les cycles de vie des organisations. Mais on retrouve là l'essentiel du corpus des missions et on verra, c'est tout l'intérêt d'un observatoire, comment ces choses évoluent au fil du temps. Mais le premier point et le premier enseignement est là, de notre point de vue, c'est bien la montée en puissance confirmée
du rôle de l'expérience client. La multiplication des leviers. Alors, on a interrogé les directeurs marketing sur un nombre très important de leviers en leur demandant ce qui leur paraissait indispensable aujourd'hui et ceux qui, selon eux, devaient l'être demain. Parmi ceux qui apparaissent indispensables aujourd'hui, on voit bien l'importance prise par le marketing digital et social. La veille, le benchmark, l'analyse de l'évolution des marchés, ce sont les points en gras et qui sont ceux qui sont les plus importants. On voit bien en retrait des choses qui sont un peu plus récentes, qui ne sont pas encore tout à fait matérialisées pour les fonctions marketing, que ce soit le compte-based marketing, l'acquisition de nouvelles sociétés, les outils Martech et AdTech et l'application des sciences comportementales. Mais ce qui nous semblait important de souligner, c'est que parmi les 21 leviers que nous avons testés, 15 d'entre eux sont jugés indispensables aujourd'hui et demain par les directeurs marketing. C'est pour ça qu'on s'est permis de titrer des CMO gourmands. Il y a quelque chose aussi dans la mission et l'importance de cette mission qui rend tous ces leviers-là, la curiosité intrinsèque à la fonction se retrouve dans la gourmandise par rapport à ces nouveaux leviers. Au-delà de ceux qui sont utilisés désormais par beaucoup de directeurs marketing, on voit apparaître des nouveaux terrains de jeu dans ces leviers, et je vais les présenter ici, dans la petite zone bleue. Ceux qui apparaissent comme étant de nouvelles pratiques pour le futur, tels que les gens de marketing nous le disaient hier, ce sont l'application des sciences comportementales, le développement d'innovations de rupture, les outils Martech et AdTech, le design d'expérience et la modélisation des leviers de croissance. On voit, avec notamment la mention du design d'expérience, la confirmation de la montée en puissance de l'expérience client dont je vous parlais tout à l'heure, avec ici un terrain de jeu spécifique qui relève du design. Donc, au-delà de la transformation elle-même des métiers et l'importance prise par les leviers et leur extension, l'autre élément qui nous paraît très important et que relève très bien cette étude, c'est la nécessité de voir le marketing évoluer à mesure que l'entreprise se transforme. Je ne dis pas qu'il y a un avant et un après la crise du Covid, mais de fait, la crise du Covid a aussi accéléré les réflexions et l'ancrage des entreprises dans autre chose que des entreprises chargées de développer des services et développer de la valeur en termes de chiffre d'affaires, de profit pour les actionnaires, les salariés. On voit monter en puissance l'entreprise et ses missions ou l'extension du domaine des missions. Et à mesure que ces missions évoluent, bien évidemment, le marketing s'adapte et trouve de nouveaux terrains de jeu. Lorsqu'on a questionné les directeurs marketing sur l'univers du digital, on va dire que sans trop de surprise, tout ce qui est relevé de l'impact du digital sur la transformation des organisations, l'efficacité des actions marketing sont des choses relativement ancrées, avec quelques signes de vigilance autour notamment de la balance entre l'humain et le digital, mais je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet pour venir plutôt à un point qui me paraît plus intéressant et plus stimulant pour la fonction marketing. Lorsqu'on les a interrogés sur ce que constituaient aujourd'hui les terrains de jeu de responsabilité des entreprises, on a vu apparaître grosso modo deux grands types de terrains de jeu. Les trois premiers qui sont, on va dire, un peu les terrains historiques et plus actuels de ceux qui relèvent des nouvelles missions de l'entreprise, encourager la diversité et la parité, tout ce qui relève des facteurs historiques de la responsabilité sociale, comme la limitation des déchets, et plus nouveau peut-être la lutte contre toutes les formes de discrimination. Sur ces questions-là, on a plus de 9 directeurs marketing sur 10 qui nous disent que ce sont des missions qui relèvent du rôle des entreprises. On était plus surpris de voir apparaître des extensions possibles de ce terrain de responsabilité à d'autres champs, tels que le fait de favoriser l'accès du plus grand nombre aux offres et aux services, agir pour encourager les bonnes pratiques des clients, ce qu'on appelle régulièrement ou ces derniers temps ce qui est marketing for good, contribuer à faire évoluer le modèle de société ou encore lutter contre les inégalités sociales.
ce que d'aucuns reconnaîtraient d'ailleurs comme étant un champ très politique au sens noble du terme. Et je dis ça d'autant plus que lorsqu'on a interrogé nos CMO, et on était bien évidemment en pré-campagne présidentielle, autour de l'implication des organisations et des entreprises dans l'engagement politique plus traditionnel, inciter à voter ou soutenir un candidat, on a vu que là, de fait, le soutien était extrêmement modéré. Donc sur ce point-là, pour moi, un élément capital, c'est finalement le champ des possibles pour les organisations lorsqu'on questionne la responsabilité et l'importance et les conséquences que cela peut avoir pour le terrain du marketing. Les conséquences de ces choses-là, de ces évolutions des missions, d'une part, de cette évolution des moyens, d'autre part, et enfin de la responsabilité des organisations, amènent à questionner la question des compétences et des indicateurs de performance. S'agissant des compétences, on voit bien aujourd'hui que ce qui domine, c'est l'agilité, l'adaptabilité, la culture digitale, la compréhension systémique des choses, l'obsession client, tout ça à des niveaux très importants. Lorsqu'on interroge les mêmes directeurs marketing sur ce que seront les skills de demain, on voit bien la montée en puissance de la culture de données, le maintien de ce qui relève de l'agilité, de l'adaptabilité, de la culture digitale. Et de manière pour moi un peu plus surprenante, et c'est possiblement un sujet à discuter entre vous après, et notamment avec ceux qui exercent ces fonctions marketing, on voit baisser les dimensions, on va dire, un peu plus qualitatives et créatives autour de la curiosité, de la créativité. Vous le voyez avec cette petite flèche rose. Pour moi, ce sont des sujets de discussion possibles. À l'inverse, on voit monter le goût pour l'innovation ou tout ce qui relève du Martech et de l'Agtech. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien évidemment, avec l'évolution des missions et de la fonction marketing, l'adaptation, et c'est aussi le rôle de la DTEM que de faire réfléchir ses membres à ça, c'est un élément assez important. Et moi, la leçon que je tire par rapport à ces résultats et cette première vague, c'est quand même la multiplicité des skills et des compétences que l'on demande aux gens de marketing d'avoir, quelles que soient les évolutions. Et avant de passer la main à Cindy, et pour respecter le timing, lorsqu'on a interrogé les directeurs marketing sur la manière qu'ont leur organisation et qu'ils ont eux-mêmes de s'évaluer aujourd'hui, on a déjà constaté qu'il y avait un certain désalignement entre les missions prioritaires et la manière qu'ils avaient de les évaluer. On voit ici déjà la prédominance du digital et on sait aussi que le digital est quelque chose qui, par lui-même, est peut-être plus facile et aisé à évaluer, mais d'une certaine manière, une excroissance du digital ou une place très importante qu'occupe le digital dans la mesure de performance. On est moins surpris de voir que l'évolution des ventes ou des parts de marché soit un élément capital, notamment pour les directeurs marketing qui œuvrent dans les marchés B2C, pardon. On voit la montée en puissance des indicateurs d'expérience client, 2 tiers. On pourrait dire que c'est insuffisant vu l'importance que ça a. Mais surtout, ce qui nous a surpris avec l'équipe projet, c'est de voir à quel point les indicateurs de marque, les indicateurs de mesure du ROI ou a fortiori les indicateurs liés à l'innovation étaient en retrait, alors que cela constitue des missions capitales pour le marketing. Et je conclurai en disant aussi que, à l'aune de l'évolution de la responsabilité des entreprises et de la montée en puissance de l'entreprise à mission, au-delà de ces indicateurs plus traditionnels, bien évidemment, un des enjeux sera d'aligner ces indicateurs avec l'évolution de l'entreprise, du rôle de ses missions et de la mission marketing. J'en terminerai donc en résumant d'une phrase ce qui paraît une évidence pour nous tous et pour vous tous, j'espère désormais, cette idée que la fonction marketing est en expansion dans un monde qui change et de plus en plus vite, et que de ce point de vue-là, c'est tout autant les missions, les leviers, que les missions de l'entreprise elle-même qui constituent ce nouveau terrain de jeu. J'en ai terminé, merci de votre attention, et je vais laisser la parole maintenant à Cindy, qui va nous expliquer comment, finalement, le terrain de jeu, le grand public, perçoit aujourd'hui le marketing. Bonjour, merci beaucoup Stéphane. Bonjour à tous.
Donc, effectivement, je suis Cindy Bétan, donc je m'occupe de la com chez Cision, qui est un spécialiste de la veille. Et à l'occasion de ce beau baromètre qui interviewe les professionnels, on s'est dit qu'il pouvait être sympa, rapidement, d'interroger aussi le grand public, parce que nos métiers en tant que marketeurs, c'est quand même de diffuser notre message vers l'extérieur, c'est d'atteindre nos audiences, de donner une bonne image de nos produits, d'inspirer la confiance, d'avoir un certain capital sympathie. Donc, la question, c'est mais comment est perçu le marketing par le grand public? Et pour ce faire, nous avons veillé les réseaux sociaux pour savoir comment le grand public en parlait. Alors, première information sur un an, alors je peux vous donner des chiffres, mais qui finalement vous parleront pas forcément sur le nombre de mentions du mot marketing dans les conversations. Mais ce qui est plus important de finalement voir à travers ces chiffres et à cette courbe, c'est que finalement, le mot marketing est devenu un nom commun. C'est-à-dire que le grand public s'est emparé du marketing. C'est aujourd'hui un mot qui est dans son langage courant et ça n'est plus laissé aux experts qui parlent de technique, mais finalement, un mot qui est aujourd'hui utilisé comme on peut utiliser le mot commerce et finance. Donc, vous voyez un bruit de fond sur cette courbe qui est toujours là et qui suit finalement l'activité réseaux sociaux générale. D'ailleurs, si vous regardez la courbe, vous voyez des baisses pendant les vacances de juillet-août, vous voyez des grosses baisses pendant Noël. Enfin, ça suit complètement l'activité réseau social en général parce que le mot marketing est finalement un usage courant aujourd'hui. Le grand public est beaucoup moins naïf qu'avant, il sait repérer les campagnes marketing, il est aussi beaucoup plus exigeant et voire critique et on va voir justement ce qu'il en est. Alors vous verrez, il y a deux pics là que je vous ai mis, un avec un petit logo vert, un petit logo jaune qui justement ne suit pas forcément le bruit de fond ambiant des réseaux sociaux et vous allez voir ce que ça représente exactement. En tout cas, quand on parle de marketing, alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le grand public s'est approprié le mot. En revanche, ce qui revient souvent, c'est du marketing. Donc, il faut savoir quand même que 30% des mentions qui utilisent le mot marketing sont plutôt négatives. Et d'ailleurs, ça ne nous étonnera pas. Quand ils disent marketing, c'est au mieux, dans ces 30% de mentions négatives, liées à de la manipulation, au pire à du mensonge. Et ce qui arrive beaucoup dans ces mentions négatives, ce sont des mentions un peu militantes, c'est-à-dire assez politiques finalement. Et vous allez voir que le marketing est de plus en plus associé au monde politique, à des critiques de certains, que ce soit des politiques du gouvernement ou des critiques de paroles d'autres politiques où on va dire « oh là là, mais lui il parle, mais ça c'est du marketing ». Un militantisme aussi dans les mentions négatives, dans le sens où, comme je vous le disais, le grand public est de plus en plus critique et va faire très attention au type de campagnes marketing qui sont lancées. Et notamment, on voit beaucoup de critiques autour du genre des campagnes de marketing, parfois sexistes, en tout cas trop genrées. Voilà, c'est le genre de mentions qui ressortent beaucoup sur les réseaux sociaux. On a aussi beaucoup de mentions négatives et ça, c'est très important pour nous, marketeurs, surtout comme Stéphane l'a dit, avec l'expérience client qui remonte dans nos missions premières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont aussi utilisés comme SAV finalement. Et c'est là où on voit apparaître beaucoup de plaintes de gens qui ne sont pas satisfaits de leurs produits, pas satisfaits de la livraison et qui finalement, rapidement dans la conversation, vont dire « Ah bah ça c'est du marketing, mais finalement, concrètement, j'ai pas ce que je voulais. Vous êtes bon en marketing, mais finalement, j'ai pas ce que j'attendais. »
Donc là aussi, l'expérience client vient jouer sur le marketing. De plus en plus, les tuyaux, enfin, les canaux sociaux sont utilisés comme véritables SAV ouverts au grand public, où on lave un peu son linge sale publiquement pour avoir une réactivité accrue des marques. Et puis enfin, dans les campagnes, dans les mentions négatives, apparaissent tout ce qui est marketing abusif, donc des campagnes complètement mensongères, hein, où on pourrait mentir, et de plus en plus des campagnes intrusives, c'est-à-dire que le grand public se plaint de pratiques marketing trop ciblées, qu'ils trouvent intrusives parce que voilà, ils ont regardé quelques jours avant tel site internet, ça nous est tous arrivé, tel site de voyage, et qu'ensuite ils reçoivent des publicités, etc., qui sont liées à ça, voire même une espèce de peur, puisque certains se plaignent de n'avoir jamais rien demandé et d'avoir parlé chez eux de tel ou tel sujet, et que finalement ils se retrouvent avec des publicités derrière. Donc il y a une espèce aussi de psychose qui s'empare du grand public autour des pratiques marketing. Donc attention à ça, nous professionnels, de ne pas aller trop loin sur ce côté data, sur ce côté ultra ciblage, parce que c'est quelque chose qui ne plaît pas nécessairement au marché. Il y a quand même une bonne nouvelle. Parfois, le grand public se dit « Ah, là, c'est du marketing », c'est-à-dire qui en parle positivement et qui salue les bonnes campagnes marketing. 18% des mentions sont arrivées positives. Et là, quand c'est positif, c'est lié beaucoup plus finalement aux campagnes de communication en tant que telles ou aux campagnes d'une marque, à la stratégie de marque de telle ou telle entreprise. On salue l'engagement, on salue de bonnes idées, on salue la créativité. À partir de là, on en parle positivement. Donc, on voit bien que à partir du moment où une marque arrive à activer sa stratégie, à faire passer ses messages, à mettre du commun dans ses messages aussi, c'est plutôt bien reçu par le public, là où l'ultra-ciblage et la personnalisation est un petit peu plus vu négativement. Donc là aussi, ça donne pas mal d'infos pour les professionnels du marketing. Les campagnes ciblées, c'est bien, c'est efficace et il faut ça pour augmenter les ventes, mais il faut arriver à équilibrer avec une vraie communication de marque qui donne une image positive de son entreprise, qui inspire la confiance, etc., etc. Du coup, si j'en reviens à ces deux petits pics que je vous avais mis en relief et ce qui illustre un petit peu ce dont je vous ai parlé, les deux pics que vous avez là, il y en a un justement qui a créé l'engagement, le buzz, on va dire, et ça parlait de la campagne du gouvernement au niveau du Covid et des décisions qu'ils avaient fait au niveau du masque dans les écoles. Et puis, l'autre pic, encore plus haut, saluait la campagne de Burger King qui, pour le 1er avril, avait fait une petite blague et avait livré ses burgers dans des sacs McDo. Voilà, donc on voit bien là ces différentes facettes du marketing, mais le grand public ne se trompe pas, est très critique envers notre métier parce que il s'en est emparé, c'est une bonne nouvelle. Donc nous, il faut qu'on fasse attention, professionnels du marketing. Il ne faut pas croire que nos publics et nos clients ne se rendent pas compte de ce qu'on fait. Ils sont à l'affût et ils savent reconnaître le bon comme le mauvais. Emmanuel, je te laisse la parole. Merci Cindy, merci pour toutes ces infos. Ça nous a paru très intéressant d'avoir une idée de ce que pensait le grand public au travers de l'écoute des réseaux sociaux. Vous retrouverez évidemment tout ça dans le livre blanc. Pour ma part, j'ai rejoint l'ADTEM il y a déjà quelques temps et j'ai exercé avant des fonctions de direction marketing et de direction produit chez des grands de la Big Tech, Oracle et Salesforce pour les derniers. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir accompagné cette
publication et ces études sur CMO Profiles, mais je trouve que la partie la plus intéressante, c'est la partie interview. Et nous avons eu le plaisir d'avoir 8 membres du club des directeurs marketing de la DTM à répondre à des interviews et se positionner par rapport à ces résultats de l'étude qualitative et de l'écoute des réseaux sociaux. Et j'ai le plaisir aujourd'hui, et nous avons le plaisir aujourd'hui, d'avoir 3 membres émérites de cette communauté du club des directeurs marketing de la DTM, avec tout d'abord Maryse Mougin. Donc je vais vous inviter à activer votre caméra et votre micro pour me rejoindre. Maryse, directrice de l'expérience client particulier et professionnel au groupe La Poste, et également coprésidente de l'ADTM dans son ensemble, est avec nous aujourd'hui. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Karine Liénard. Karine, si tu veux bien allumer ta caméra, qui est Senior Vice President Global Marketing and Brand chez Sodexo. Et nous avons également le grand plaisir d'accueillir Carole Taboureau, qui est directrice de l'expérience client et des services en gare, tout un programme à la SNCF. Donc, je vous remercie infiniment de nous rejoindre aujourd'hui et de porter votre témoignage. Et avant de vous passer la parole et de vous poser quelques questions, je vais inviter aussi les personnes qui sont présentes à ce webinaire à commencer à préparer leurs questions, parce que vous allez pouvoir poser des questions aussi. Donc, vous allez sur le petit bouton de questions pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Livestorm et commencez à poser vos questions. On va les prendre également. Moi, la réaction en guise d'introduction et pour avoir beaucoup œuvré en expérience client également, chez les vendeurs de technologie pour ma part, je trouve que l'étude reflète bien ce que produisent les 3 révolutions à l'œuvre qu'on observe pour l'entreprise aujourd'hui, qui ont été accélérées formidablement par la crise sanitaire. La première, c'est évidemment la transformation digitale. Là où McKinsey nous a dit en 8 semaines de confinement, on a fait un bond en avant de l'adoption du digital de 5 ans. Et ce qui vient percuter la stratégie et la réputation des marques, à la fois sur leur marché, mais aussi comme marque employeur, et qui accélère tous les processus de l'entreprise. Mais je suis sûr que vous avez des histoires très intéressantes à me raconter sur ce sujet. La deuxième, c'est la révolution ou la transformation de l'expérience client avec l'arrivée de l'économie de l'expérience, à la fois pour les clients, mais aussi, on l'oublie trop souvent, pour les collaborateurs avec la symétrie de l'évaluation. J'en veux quelques éléments. Pendant la crise sanitaire, pendant le premier confinement, il y a 60% des consommateurs qui ont changé de fournisseur et de comportement d'achat, ce qui est quand même assez conséquent, et pour beaucoup ne sont pas vraiment revenus en arrière, ce qui a poussé les marques à transformer l'expérience client. Le deuxième signe, c'est également, vous avez tous entendu parler du Great Resignation aux États-Unis, où en 2 mois, de mars et avril 2020, il y a 22 millions de personnes qui ont démissionné de leur job aux États-Unis, là où d'habitude, en un mois, c'est plutôt 4% des gens qui font ça. Là, c'était 16% en 2 mois. Et puis la dernière, c'est par rapport à cette transformation de comportement, c'est aussi l'importance accrue des millennials, des moins de 40 ans. Par exemple, dans mon industrie, la Big Tech représente 60% des décideurs. Ils sont très sensibles au sujet de la RSE. Et ils voudraient que ce soit dans l'ADN des marques qui les emploient. Ce qui est la 3e révolution, la révolution de l'impact, avec des retours sur investissement qui ne peuvent pas se limiter au seul retour et risque, mais qui intègrent maintenant la dimension éco-socio-responsable, et qui, on l'a vu dans l'étude, vraiment ressort beaucoup. Donc, ces 3 forces conjuguées en allant du temps super court n'a pas douté, changer profondément notre rapport à l'agilité, à l'adaptabilité et la capacité de résilience dans notre pratique du marketing, mais aussi du management. Et c'est ce que je propose d'éclairer avec vous. Alors, ma première question, tout ça, c'est votre retour d'expérience sur qu'est-ce qui a changé dans votre métier après l'arrivée de cette crise sanitaire et la montée en puissance du digital, de l'expérience client et de la RSE. Je propose, Maryse, que tu ouvres les témoignages en nous disant ce que, d'après toi, a fondamentalement changé. Bonjour à tous. Eh bien, pour moi, dans mon métier, on a été pas mal sur le pont dans cette histoire de crise Covid. La relation avec nos clients, nos consommateurs a été faite de haut et de bas. Après nous avoir, on va dire, applaudi, on va le dire comme ça, pendant la première phase de confinement, c'est-à-dire cette phase dure,
cette phase très dure je vois qu'il n'y a pas d'écran, mais je ne sais pas si vous me voyez ou pas. Moi, je suis là. On te voit. Ouais, c'est parfait. Donc, cette phase dure de confinement qui avait démarré, souvenez-vous, le 18 mars 2020, eh bien, dès le 12 mai, date, vous voyez, moi j'ai des dates précises en tête et je n'ai pas eu besoin de réviser tellement c'est pour nous des marqueurs importants. Le 12 mai, moment où nous sommes sortis de ce confinement dur, alors pour nos clients, la vie était revenue normale. Ça, alors que rien n'était normal puisque nous avons passé notre temps à faire, défaire, enlever des choses, on ne pouvait plus du tout opérer de la même manière, on a énormément d'ennuis. Donc, une relation avec nos clients dont on a mesuré à quel point elle était volatile, si je peux dire, même si on a un socle très solide de confiance de nos clients, néanmoins, ils n'ont pas hésité à être assez sévères avec nous dès le 12 mai, en attendant de notre part qu'on opère de manière identique à ce qui se passait avant le Covid. Alors, ce qui a changé également, c'est qu'on s'est évidemment rendu compte que nos clients avaient bien sûr, comme chez sans doute tous ceux qui sommes là aujourd'hui dans cette conférence, recours au digital bien plus massivement et avaient des attentes très fortes, d'informations très précises que nous avions toujours un peu, je vais le dire comme ça, peut-être un peu mis sous le tapis de mettre en avant. Je vais vous donner deux exemples, un exemple extrêmement concret. Cette crise Covid nous a permis de développer en un temps très court, c'est-à-dire moins de 6 mois, un localisateur sur la poste.fr. Aujourd'hui, si vous voulez localiser un bureau de poste, non seulement vous avez la localisation, mais vous allez avoir les horaires, vous allez même avoir souvent les détails des prestations qui sont réellement réalisées dans ce bureau-là. Et tout ça a été fait dans un temps extrêmement court. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a même continué et on a mis à disposition des clients la localisation des boîtes aux lettres de rue avec, pour l'essentiel d'entre elles également, l'heure limite à laquelle le courrier va être relevé. Vous voyez. Donc ça, c'était des choses qui étaient dans nos tuyaux depuis un certain temps, mais on avait toujours d'autres priorités. Là, ça n'a plus été possible d'opérer sans ça. Et on a mis les moyens qu'il fallait. En 6 mois, c'est sorti de terre avec, bien sûr, ce que vous imaginez derrière. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir des bases comme ça, encore faut-il qu'elles soient parfaitement actualisées, que ce soit un quotidien des opérationnels, que dès qu'ils sont amenés à changer un horaire pour une raison ou pour une autre, c'est des liens avec de la production, des liens avec des gens qui opèrent en relationnel. Enfin, ce sont beaucoup de liens à garantir pour que cette information donnée aux clients soit tout le temps à jour. Donc, c'est voilà, un exemple très concret de ce qu'on a mis en place. Il y a eu beaucoup d'autres choses, mais il y a eu entre autres ça, je citerai autre exemple. On avait lancé quelques temps auparavant l'expédition possible de colis depuis sa propre boîte aux lettres. Là, évidemment, ça a boomé comme usage. On l'a élargi aussi à l'usage pour la lettre recommandée pour des personnes âgées. On a fait énormément de nouveautés liées à cette période qui, pour autant, nous a fortement impacté du point de vue de la complexité à gérer et de l'épuisement de tous. Merci pour ça. Je vais poser la même question à Karine. Le champ d'activité de Sodexo a dû, à n'en pas douter, être bien bousculé par la crise sanitaire. Qu'est-ce que tu retiens des grands changements dans le métier marketing de cette période? Alors, bonjour à tous. Vous me voyez, vous m'entendez? Les connexions sont bonnes? Oui. J'ai eu quelques petits soucis de connexion. Merci Emmanuel pour la question. Donc, en fait, moi, je m'occupe du marketing pour les services aux entreprises. Donc, j'ai envie de dire, c'est le restaurant au bureau et des services, différents types de services de facility management. Donc, inutile de vous dire qu'on a quand même été considérablement impacté et on l'est encore par cette crise, puisqu'en fait, elle a changé de manière drastique les comportements des employés au bureau. Donc, nous, ce qu'on a cherché à faire dans un premier temps, c'est bien comprendre quelles sont les attentes de nos clients
et les attentes de leurs employés, qui sont des gens comme vous et moi, qui nous comportons comme des consommateurs. Donc, on a mis en place un baromètre avec en collaboration avec un institut d'études, avec des points de mesure assez fréquents pour mesurer justement l'évolution du moral des salariés, de leurs besoins, de leurs attentes. Et on a mis ça en place dans un certain nombre de pays pour aussi essayer de comprendre quelles étaient les différences face à la crise dans différentes géographies. Alors, en fait, ce qu'on voit, alors, nous, on a différents types de clients comme clients en entreprise. Ça peut être différents types d'environnements. Ça peut être des environnements de bureau ou des environnements, par exemple, d'usine ou de manufacturing. Donc, sur les environnements de manufacturing et d'usine, quelque part, on a été moins touché que dans des environnements de bureau puisque les usines ont continué à tourner. Et sur des environnements de bureau, en fait, on voit clairement des nouvelles attentes. Alors, bien évidemment, en termes de, comme c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui font beaucoup de télétravail, donc il y a des attentes en termes de health and wellness, donc c'est physical, enfin de la santé physique, mais aussi de la santé mentale. Que ce qu'ils attendent quand ils vont au bureau, les bureaux soient désinfectés et ce soit des lieux safe. Donc ça, c'est assez clair pour nous en termes de services de facility management, mais aussi on a vu de nouvelles attentes en termes de restauration avec justement pour éviter trop d'interactions dans les espaces de restauration en sortie de confinement, des fonctionnalités sur leur app que nous fournissons, qui sont des fonctionnalités de click and collect, click and delivery, pouvoir faire du pré-order, etc. Donc nous, en fait, ça nous a vraiment, ça a accéléré en fait notre transformation digitale parce que bien évidemment, les roadmaps de produits digitaux étaient clairs, on savait ce qu'on voulait faire, mais on avait des roadmaps qui s'étendaient dans un espace-temps beaucoup plus large. Et en fait, ça nous a permis d'accélérer sur certaines dimensions, comme par exemple les apps consommateurs, d'accélérer le développement et la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités. Merci pour ça, Karine. Et Carole, je vais me tourner vers toi avec le même type de questions, mais avec un angle peut-être un peu particulier, parce que dans ton cas de figure, tu fais du design d'expérience aussi. Donc, qu'est-ce que la crise a changé dans votre façon d'aborder ces sujets-là et d'autres, évidemment, s'il y en a? Oui, bonjour à tous, merci. Alors, nous, la crise, elle a changé beaucoup de choses, en fait, pour une boîte comme la SNCF. D'abord, il y a eu un moment de sidération, et ça, faut se le remémorer, parce que être dans l'action, malgré la sidération, ça demande une agilité importante. Nous, en gros, la crise, elle nous a obligés à faire tout l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire fermer les gares, ne pas mettre de train, avoir des gares vides là où on a 10 millions de personnes par jour, et en même temps préparer un retour qu'on imaginait, qu'on ne savait pas trop quand il serait. En tout état de cause, la réouverture des gares, des commerces, etc., ça s'est fait 6 semaines après. Et nous, en fait, on a appris à faire, par exemple, le kit de distanciation sociale, les ronds, les traits dont vous devez vous rappeler pour ceux qui prennent le train. Tout ça en même pas un mois. En 15 jours, de façon distante, on a réalisé ce kit au sens design du terme, graphique, mise au point, etc. Et en même pas 10 jours, on a fait en sorte qu'il soit déployé dans les 3000 gares. Donc tout ça de chez nous. Ça, on n'avait jamais appris que finalement de chez nous, on était capable de faire ça à l'échelle d'un territoire français. Et donc ça, c'est c'est mon deuxième point, c'est effectivement de se dire que finalement, le distanciel, à la fois, on est capable de faire énormément de choses en distanciel, mais en même temps, il transforme et l'entreprise et le service qu'on propose.
Voilà. Donc, quelque part, par rapport à ta question, oui, moi, en tous les cas, j'ai souvent pratiqué le marketing en observant. Donc, beaucoup dans l'ethnographie, on a fait beaucoup de choses avec la psychologie sociale, on a organisé beaucoup de vie ma vie, mais avec les clients, avec l'interne. Et pour la première fois, en fait, dans cette crise, on a dû réaliser finalement en chambre le kit de distanciation sociale et tous les éléments qui permettaient en fait de retrouver nos clients dans des conditions de sécurité sanitaire envisageables pour eux. Car nous, en fait, l'idée, c'était de montrer qu'ils pouvaient prendre le train et ils pouvaient traverser les gares de façon tout à fait sécuritaire. On a également fait venir 650 bornes de gel hydroalcoolique plus vite que plus vite. On a libéré tous les stocks qu'on avait et chez les fournisseurs et chez nous pour les proposer à nos clients et tout ça dans un délai complètement record. C'est partage d'expérience saisissant quand on entend vos chiffres et vos actions, on est certainement impressionné. Il y a aussi une caractéristique particulière dans le panel que j'ai le plaisir de modérer, c'est que vous êtes deux dirigeantes à apporter l'expérience client dans votre titre. Et donc, on a vu par rapport à ce que nous a dit BVA que l'expérience client remontait fort. Entre autres choses, avec également la partie digitale et la partie RSE. Donc, qu'est-ce qui, à votre sens, est-ce que vous metteriez, et la question est à vous trois, bien sûr, est-ce que vous metteriez l'expérience client et collaborateur au même niveau que les autres dimensions du profil? Les gens qui sont avec nous n'ont pas encore découvert le profil à 5 branches, mais dans ce profil à 5 branches, il y a une branche Experiencers, une branche Transformers, une branche Branders, Optimizer et technologiste. Est-ce que vous seriez d'avis que les transformations récentes ont mis plus devant le sujet de l'expérience client? Ouais, j'attaque tout de suite, mais pour moi, dans mon métier, c'est très clair. C'est-à-dire que je me souviens avoir parlé à l'occasion du lancement d'un contrat d'expérience client en 2017 de la symétrie des attentions. Donc en 2017, et à ce moment-là, la notion était déjà un petit peu connue, mais pas vraiment connue des membres du COMEX, on va le dire comme ça. Donc je me souviens qu'à cette époque-là, même si la 7 numéro 1 de la Poste, il faut toujours se dire ça, c'est quand même les gens, hein, c'est un groupe, c'est plus de 250 000 personnes uniquement en France, donc c'est beaucoup. Mais néanmoins, le point n'avait pas plus que ça ému, si je peux dire. Là, aujourd'hui, tous les chantiers, mais je dis bien tous, qu'on lance en expérience client, on a un volet expérience collaborateur. Donc, on est totalement convaincu du fait qu'il sera impossible qu'on obtienne des résultats en expérience client si nous n'adressons pas très précisément et correctement l'expérience collaborateur avec le plan associé, si je peux dire. Et ça va même au-delà de ça, puisque en ce moment même là, moi, je refais une étude qu'on avait déjà fait il y a 2 ans, donc une étude qu'on fait avec on peut les citer, hein, l'Institut KPAM, qui pratique un tracker de l'expérience client et qui propose une approche miroir avec le collaborateur. On l'avait déjà fait donc en 2020, on avait refait en 2021 que l'approche client, et cette année à nouveau, on fait cette approche miroir, donc client-collaborateur, et où là, en 2020, lorsque j'avais demandé à ce que les DRH soient là pour la présentation de l'approche miroir, on m'avait dit oui, on verra s'ils ont le temps, etc. Alors là, maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est les RH qui m'appellent en me disant quand est-ce que ça sera disponible. Donc là, vraiment, sur un temps court, l'expérience collaborateur est devenue vraiment majeure pour nous. À ce titre, Carole, tu nous disais dans les interviews, l'animation des équipes opérationnelles, ça constitue le cœur du réacteur. Donc, tu dois être raccord avec ce que dit Maryse par rapport à cette importance de l'expérience collaborateur et par rapport à l'expérience client. Bah oui, à l'échelle de boîtes industrielles comme les nôtres, avec des chiffres complètement faramineux, 160 000 cheminots,
On n'est rien sans le terrain, c'est évident. C'est eux qui savent, c'est eux qui peuvent nous aider à monter en fait des services les plus cohérents possibles par rapport aux attentes clients, parce que même avec tous les... Enfin, moi, je considère en tout cas que même avec les meilleures études qu'on ait, et j'ai chez moi effectivement tous les baromètres clients, satisfaction, etc., il faut être très très proche du terrain et des attentes clients. En plus d'une gare à l'autre ou d'un territoire à l'autre, ça peut être assez différent finalement. Et donc, c'est le terrain qui nous aide à monter, à donner des réponses aux attentes des clients, puisqu'en fait, finalement, l'expérience client, le marketing, on l'appelle comme on veut, c'est la réponse à des attentes. Et c'est l'adaptabilité par rapport, en fait, à ces attentes qui peuvent être mouvantes aussi. Et donc, moi, je trouve que le terme expérience client, d'abord, il porte client en son sein. Et donc, c'est très important, notamment pour opérer des transformations un peu culturelles dans des grosses maisons, on va dire. Et puis, ça permet aussi de porter ce sujet qui est être à l'écoute des clients. C'est en fait observer, et c'est co-construire avec eux, et c'est innover en permanence, mais pour répondre à des attentes. On n'innove pas pour innover, on essaye de traquer en fait les attentes des clients. Et pour revenir, justement pour revenir sur ce que Maryse a dit, nous aussi on utilise ce tracker de l'expérience avec KPAM. Alors peut-être parce que la Poste l'a fait avant, je ne sais pas exactement. Mais toujours est-il que moi je viens de recevoir, du coup, je viens de demander une étude miroir qui en fait, donc c'est le tracker de l'expérience client et un tracker de l'expérience collaborateur, mais sur le terrain. Donc nous, par exemple, pour les gares, c'est les gens qui sont dans les commerces, les gens que vous croisez avec les gilets roses ou les gilets rouges, évidemment, tous les agents que vous pouvez croiser. Comment, en fait, ces deux études entre ce que disent les clients et ce que disent, en fait, tous les gens qui sont au contact des clients sont convergentes ou pas? Et qu'est-ce qui favorise une bonne interaction ou une mauvaise? Et en fait, on s'aperçoit que parfois, il y a des misfits. C'est-à-dire qu'il y a des agents qui vont considérer que ça, c'est une bonne interaction, alors que finalement, pour le client, c'est peu de choses, et vice-versa. Et donc, on va travailler, on a décidé dans un grand plan hospitalité de travailler justement sur ces endroits où il peut y avoir potentiellement misfits. Alors, Karine, dans l'interview également, tu nous disais que de ton point de vue, un CMO doit mettre un pied dans la stratégie de l'entreprise. Et pour mettre un pied dans la stratégie de l'entreprise, à part intégrer la connaissance fine des tendances, des concurrents, il y a aussi besoin de connaissance fine de ses clients et de ses consommateurs. Parce que dans le cas de Sodexo, c'est une boîte B2B, mais qui doit aussi prendre la température avec ses consommateurs. Et tu nous avais dit qu'au-delà de la Customer Sat, tu mesures aussi la Consumer Sat. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont le CMO met un pied dans la stratégie de l'entreprise avec tout ça? Oui, bien sûr. Merci Emmanuel. Donc, effectivement, je rebondis sur aussi ce qu'a dit Carole, qui est de dire en fait qu'elle fait du marketing en observant. Et effectivement, je trouve que c'est un point qui est extrêmement important. Alors effectivement, nous ce qu'on fait en termes de marketing chez Sodexo, qui est une entreprise au départ B2B, mais qui effectivement devient de plus en plus B2B4C avec des utilisateurs finaux. En fait, c'est vraiment de développer une connaissance fine des attentes, des challenges de nos clients et de leurs employés, sachant qu'aujourd'hui, le challenge de nos clients, c'est de faire revenir les gens au bureau dans certains pays. Et on a des taux de fréquentation du bureau dans certains pays qui sont en deçà de toutes les prévisions. Donc, pour faire revenir les employés, les salariés au bureau, justement, il faut comprendre quels sont les éléments qui vont permettre
de déclencher ce retour au bureau où on voit que les consommateurs sont en attente de plus de socialisation, de moments de convivialité, etc., etc. Pour répondre plus précisément sur la notion de satisfaction, c'est vrai qu'en B2B, on traque de manière très régulière tout ce qui est NPS, donc satisfaction de nos clients, mais maintenant, c'est vrai qu'on a mis en place un tracking plus régulier via une plateforme pour également traquer la satisfaction des consommateurs. C'était quelque chose qui était fait de temps en temps sur les sorties de sites de restaurants avec des bornes happy or not ou des études, parfois papier, qui sont mises en œuvre dans certains pays. Et là, ce qu'on a cherché à faire, c'est avoir une lecture beaucoup plus claire, beaucoup plus immédiate, via une plateforme digitale pour récupérer, j'ai envie de dire, en temps réel, les retours des consommateurs et bien identifier leurs drivers de satisfaction, mais aussi leurs drivers d'insatisfaction et pouvoir être assez agile dans notre capacité à réagir au niveau d'un pays, au niveau d'une région et au niveau d'un site. Donc, vraiment avoir cette granularité-là. Et c'est des outils que, justement, on met à disposition, qu'on intègre dans les apps, vraiment en feedback vraiment immédiat. Alors, je vois que le temps file. On n'a pas de questions en ligne et il nous reste en gros 3 minutes pour conclure cette table ronde. Ce que je vous propose de faire, c'est en 1 minute chacune, si vous le pouvez, votre recommandation pour vos pairs et peut-être la place du RSE dans tout ça, mais vraiment en 1 minute chacune. Carole, tu veux commencer? Oui, moi, si j'avais un mot, c'est le co-design, c'est-à-dire essayer de designer des solutions qui répondent aux attentes avec toutes les parties prenantes, que ce soit les clients, les collaborateurs et d'autres. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, la transformation, c'est-à-dire ne pas hésiter à ajuster en permanence, à observer et à se transformer en fonction des nouvelles attentes. La crise nous l'a montré. Ça peut arriver, tout peut arriver, et donc il faut être prêt, quoi. C'est ça. Karine, le mot de la fin sur les recommandations au pair? Oui, alors effectivement, moi je pense que c'est moi le meilleur conseil que je puis donner, c'est vraiment développer une collaboration intense et réelle avec les parties prenantes et nos pairs au sein de l'organisation pour embarquer tout le monde derrière des objectifs très très clairs. Et puis le deuxième élément sur de la RSE, nous on est persuadé que en fait chacun individuellement contribue via des comportements responsables à faire progresser les indicateurs de RSE. Donc, c'est de la lutte contre le gaspillage dans les restaurants d'entreprise, etc. Et c'est vraiment le fait que tous, en tant que citoyens, on est acteurs de cette RSE. Maryse, la Poste entreprise à mission, donc le mot de la fin, la recommandation au pair Très concrètement, je vais vous dire, on a identifié juste avant le Covid qu'un marqueur émotionnel de l'expérience consisterait à proposer un score écologique sur le mode du Nutri-Score. Et en fait, on l'a fait, c'est-à-dire qu'il est en ligne et disponible, on l'a annoncé il y a 48 heures à l'occasion de Vivatech. Nathalie Collin elle-même, la patronne de la branche grand public numérique et également membre du COMEX Group La Poste, l'a annoncé donc il y a 48 heures. Vous allez sur www.laposte.fr/score-écologie. Vous allez pouvoir aller simuler votre empreinte liée à un envoi de courrier ou de colis. Ce score, si on a pu le faire, c'est parce que la Poste est impliquée et est à la recherche de diminuer son empreinte, notamment carbone, depuis plus de 15 ans. Donc, on a des données. On a travaillé dans le score, on a intégré les notions, on a intégré à la fois le carbone, les NOx et la recyclabilité des emballages. Donc, écoutez, voilà, c'est le mot de la fin par la preuve, si je peux dire. On est plus que convaincus, ça n'est que le début de notre histoire RSE, si je peux dire. Et moi, je suis particulièrement ravie que cette partie-là de la RSE soit une question d'expérience client.
C'est ça que j'essaye de dire. C'est-à-dire que la RSE ne doit pas rester à la RSE. La RSE, c'est une histoire de client, c'est une histoire d'expérience client, c'est une histoire marketing. Génial. Bah, écoutez, c'était honnêtement passionnant. J'aurais aimé pouvoir discuter avec vous beaucoup plus longtemps. Je voudrais remercier tous nos participants, à la fois Maryse, Carole et Karine, mais également Stéphane et Cindy qui nous ont bien résumé ce que vous allez trouver dans le livre blanc que vous allez recevoir. Vous allez aussi recevoir un petit questionnaire de qualité que je vous encourage à remplir pour qu'on puisse rendre ces sessions toujours de meilleure qualité. Et désolé pour Valérie, je ne vais pas pouvoir prendre la question parce qu'elle arrive vraiment en toute fin du webinaire, mais on va y répondre offline avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie tous. J'espère que vous allez passer une excellente continuation de journée et que vous allez lire avec avidité. Je suis sûr que vous allez vous jeter sur le livre blanc pour découvrir tous les détails du CMO Profile édition 2022 par ADTM et BVA. À tous, une très bonne journée.